Bonjour Aude. Bonjour. Dans le projet de loi de bioéthique, nous avons abordé la PMA pour toutes, qui en fait devient la PMA pour tout le monde. Est-ce que la situation actuelle au travers de la PMA que nous vivons, actuelle de l'embryon, n'est pas déjà problématique? Alors c'est vrai que aujourd'hui on est dans une ambiance législative de toujours plus de PMA. Et ce projet de loi peut être l'occasion, en effet, de faire un petit peu le point et le bilan de la PMA actuelle. Parce que la PMA actuelle, certes, permet à des gens d'avoir des enfants, mais enfin, il convient quand même d'expliquer et de réaliser que ce sont aussi des pratiques qui sont à l'origine de nombreuses difficultés. Déjà, on va commencer par le principe même de la PMA, qui est la dissociation entre l'union des personnes, l'acte sexuel, et la conception des enfants. Donc on est très habitué, mais en réalité, on peut quand même s'attarder, prendre un petit peu de recul. Est-ce que la machine, est-ce que le processus de fabrication est vraiment adapté en termes de dignité humaine pour faire exister des enfants? Donc il y a déjà cette question-là de la dissociation entre l'union des personnes et la procréation qui mériterait d'être approfondie par chacun avant de prendre des décisions. D'autant plus que cette dissociation, eh bien, elle est à l'origine finalement de beaucoup de difficultés. La première difficulté? Alors, la première difficulté, c'est que, je prends la plus visible, en tout cas numériquement la plus importante, c'est la question des embryons surnuméraires. Parce que dans les processus de fécondisation in vitro, donc je rappelle que l'ovocyte et le spermatozoïde sont recueillis et on les fait se rencontrer sur une paillasse de laboratoire, en dehors du corps féminin. Donc en 1994, au moment de la première loi de bioéthique, on ne savait pas conserver les ovocytes. Lors de la congélation, il y avait beaucoup de pertes. Donc pour éviter aux femmes les contraintes à répétition des prélèvements d'ovocytes, la loi a autorisé le fait d'en prélever beaucoup à la fois. Mais le seul moyen de les conserver, c'était de les féconder, donc d'obtenir des embryons. Les embryons, eux, étant beaucoup plus résistants et supportant la congélation. Donc le résultat, c'est qu'on fabrique des centaines de milliers d'embryons chaque année et qu'on a ce qu'on appelle ce stock d'embryons surnuméraires, congelés dans l'azote liquide, suspendus dans le temps. Mais si on prend un petit peu de recul, que penser justement de cette suspension dans le temps du développement de petits êtres humains? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour une petite personne qui va venir au monde de naître parfois jusqu'à 25 ans après sa conception? L'année dernière, aux États-Unis, un enfant est né d'un embryon qui a été congelé depuis 25 ans. Donc, sa mère expliquait aux médias de façon amusée que si sa fille était née à l'époque de sa conception, en fait, elles auraient eu le même âge et qu'elles auraient pu être copines. Bon, c'est super drôle, mais est-ce que c'est si drôle que ça? Et dans une même fratrie, vous allez avoir un enfant qui a 12 ans, l'autre qui a 7 ans, l'autre qui a 2 ans. Et en fait, ils ont tous été conçus le même jour. Donc, comment on se positionne? Vous voyez? Donc, déjà, la congélation des êtres humains, très franchement, je pense que dans quelques dizaines d'années, elle sera montrée du doigt devant la Cour européenne des droits de l'homme comme ce qu'on appelle les traitements inhumains et dégradants. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment humain de maintenir des individus humains dans le froid? Voilà. Sans compter que la situation de ces embryons congelés est pour beaucoup de couples problématique. Dire que au moment de recourir à la FIV, les gens sont omnubilés par leur désir d'enfant. Et si le médecin leur dit pour accroître les chances d'avoir un enfant, il faut fabriquer de nombreux embryons, ils disent oui à tout. Et simplement, une fois qu'ils ont eu un enfant ou deux, là, tout à coup, ils réalisent qu'il y a les autres qui sont congelés. Et ça peut être très difficile. C'est très difficile, il n'y a pas de bonne solution pour ces embryons. Qu'est-ce qu'on en fait? Et pour beaucoup de couples, chaque année, ils reçoivent la lettre de l'hôpital qui leur dit, vous avez des embryons congelés, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez les garder? Est-ce que vous voulez les implanter? Est-ce que vous voulez qu'ils soient détruits? Est-ce que vous voulez qu'ils soient accueillis par un autre couple? Est-ce que vous voulez qu'ils soient utilisés pour la recherche? Et vous avez des couples qui témoignent, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, moi, je me souviens d'un couple qui disait, c'était la femme qui parlait, moi j'ai déjà 50 ans, mon mari a 54 ans, on a eu 3 enfants par FIV, il nous en reste 7 au congélateur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tous les ans, on reçoit la lettre. Pour nous, c'est impossible de les détruire. Impossible de les utiliser pour la recherche. On ne veut pas non plus qu'ils aillent chez d'autres gens, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et donc, ils demandent de les garder, tout en étant conscient que ça ne pourra pas durer éternellement. Et la femme disait,
nous savons très bien qu'au minimum, le jour de notre mort, ils les détruiront, mais nous, on ne peut pas le faire. Et en attendant, toute leur vie, ils vivent avec cette présence de ces embryons congelés qui est là comme une espèce de chape de plomb. Alors, je ne vous parle même pas des litiges lorsque le couple se sépare, divorce, qu'un veut implanter les embryons, l'autre non. Et puis, il y a aussi le cas dramatique où le mari va décéder, donc la veuve voudrait implanter les embryons, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'implante pas? Bon, bref, tout ça, ce sont des situations sans issue. Et en plus qu'on pourrait éviter, parce que la FIV en elle-même déjà interroge en termes de compatibilité avec la dignité humaine, comme processus de fabrication, etc. Mais même si on veut vraiment faire des FIV, on n'est pas obligé de congeler des embryons. Il y a des pays comme l'Allemagne ou l'Italie qui n'ont jamais autorisé la congélation des embryons. Donc on fabrique les embryons, on les conçoit un par un au fur et à mesure qu'on les implante. Et en plus de ça, la meilleure, c'est qu'aujourd'hui, la science a progressé et la méthode de vitrification des ovocytes, donc c'est une méthode de congélation ultra rapide, permet de congeler les ovocytes dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, on continue à féconder des ovocytes pour obtenir des embryons et à congeler des embryons en masse, alors qu'en réalité, on pourrait très bien congeler d'une part les ovocytes, de l'autre part les spermatozoïdes, et puis ensuite on concevrait les embryons au fur et à mesure qu'on peut les implanter, ce qui éviterait cette situation complètement lunaire et inextricable des embryons congelés. D'ailleurs, nous pouvons chacun écrire à notre député et lui suggérer, à l'occasion de la révision de la loi bioéthique, cette mesure de bon sens, mais arrêtez de congeler les embryons, de fabriquer des embryons en surnombre, s'il vous plaît. Parce que c'est une situation sans issue qu'on peut aujourd'hui éviter, notamment grâce à la congélation des ovocytes. Mais avec la congélation des embryons, vous parlez au moment du décès des parents, ce petit humain, qui est le petit de l'humain, que va-t-il devenir? Est-ce qu'il y a un statut, est-ce qu'il y a une loi où en est le législateur sur cette partie-là? Alors la loi dit seulement que le décès d'un des membres du couple met fin au processus et que par conséquent on ne peut pas implanter l'embryon après le décès du père. Mais en fait cette question juste résume à elle toute seule l'impasse à laquelle conduit la congélation des embryons. C'est qu'il n'y a pas de bonne solution. On pourrait se dire, implantons l'embryon, parce que de toute façon, il existe. Oui, mais du coup, on va avoir un embryon qui va naître peut-être des années après le décès de son père, qui sera orphelin, etc. Donc ce n'est pas une situation idéale. Mais si on n'implante pas, c'est encore pire. Parce que qu'est-ce qu'on fait finalement? On les laisse mourir. On l'utilise pour la recherche. Et la recherche nous emmène où? La recherche nous emmène à l'utiliser comme cobaye et à la destruction de l'embryon. Donc la seule réponse raisonnable, c'est d'éviter que la question se pose en arrêtant de congeler les embryons. Mais bon, cette question de la congélation des embryons, elle conduit à des impasses, mais elle illustre aussi une autre difficulté qui est liée à la PMA, c'est la question de l'eugénisme, de la sélection. Parce que pourquoi choisir un embryon plutôt qu'un autre à un moment donné, quand on en a plusieurs? On choisit, justement, c'est ce qu'explique le professeur Testard, justement, qui, lui, est ce qu'on appelle, de façon abusive, le père d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, qui explique très bien que, qu'on le veuille ou non, la PMA est liée intrinsèquement à l'eugénisme, y compris réalisée au sein d'un couple homme-femme et même avec les gamètes du couple. Pourquoi? Parce que la PMA suppose des situations de choix. Et dès lors qu'on choisit, on sélectionne. Quand il faut choisir un donneur, il faudrait vraiment être complètement idiot pour aller choisir un donneur avec alcoolique ou avec des maladies génétiques dans sa famille. On choisit toujours, bien sûr, selon des critères, ceux qui sont considérés comme les plus sains, comme les meilleurs géniteurs. Quand on a 12 embryons et qu'on doit en implanter 2, il faudrait vraiment être complètement idiot pour aller prendre un embryon qui a une maladie ou qui a une allure pas très réjouissante, etc. Donc forcément, la situation de choix exige la sélection. Et donc la PMA est liée intrinsèquement à l'eugénisme et on va vers un eugénisme généralisé avec le projet de loi parce que le projet de loi supprime la condition thérapeutique. Quand un couple stérile recourt à la PMA, c'est pour avoir un enfant. Ils ne sont pas demandeurs du meilleur enfant possible. Mais quand un couple fertile recourt à la PMA, c'est pas pour avoir un enfant parmi d'autres, c'est pour sélectionner l'enfant qui correspond à leur projet. Donc on va, surtout que le projet de loi permettrait, s'il est voté, de recourir à la PMA avec donneur dans les 2 branches.
Donc monsieur et madame Dupont se trouvent peut-être pas assez intelligents, pas assez beaux, donc ils vont faire un enfant avec donneur pour espérer avoir des meilleurs gènes, etc. Voilà. Et on va sélectionner évidemment toujours les mêmes, ceux qui sont considérés comme les meilleurs. Alors parfois, on peut se dire, mais en fait c'est super d'avoir des enfants qui n'ont pas de maladie, qui sont intelligents, mais est-ce que c'est ça le bonheur? C'est loin d'être certain, parce qu'on sait très bien que ce choix, en réalité, il fait peser sur les enfants une pression qui n'est pas un gain pour eux. Parce que l'enfant qui a été sélectionné parmi 12 embryons, peut-être plus tard parmi 30, voire 50, parce qu'il était celui qui avait le physique attendu, qui avait les qualités attendues, eh bien, on attend de lui un résultat. Et s'il n'est pas à la hauteur, il y aura une déception qui va aller avec. Sans compter qu'on sait très bien aussi que ces processus de choix exposent les enfants au risque au traumatisme du survivant, qui est tout à fait connu. C'est le traumatisme de l'individu qui a survécu à un événement où les autres sont morts. Donc le cas typique, c'est le film américain avec un soldat du Vietnam qui est rentré de la guerre et tous ses copains sont morts là-bas et lui, ça ne remet pas d'être toujours vivant. Les processus de sélection, y compris in vitro, exposent les enfants à ce type de risque. Donc en réalité, la satisfaction des demandeurs de PMA, elle va peser sur le poids, sur les épaules des enfants à venir. Et c'est pas un cadeau qu'on leur fait, c'est pas un cadeau qu'on fait à la société. Donc, une raison de plus, le 6 octobre. C'est ça, c'est que ce projet de loi qui aggrave considérablement la situation peut nous permettre aussi de réaliser que plutôt que de faire toujours plus de PMA, peut-être qu'on devrait faire le chemin inverse et peut-être se dire que la PMA ne fait pas forcément le bonheur. Merci Aude.